sans plus tarder, je passe la parole à Geneviève Vachon, Marcel Velasquez, Kashif Miranda, Simon Côté et Agathe Lecomte. Donc, sont une belle gang. Vous avez 10 minutes. Oui. Merci. Puis c'est plus ton verre pour avancer. La flèche. Merci. On est tous là? Donc, bonjour. Aujourd'hui, ça nous fait vraiment plaisir d'être vraiment tous ensemble, les 5, pour vous présenter le grand projet Tinimutet, qui vise à venir valoriser le potentiel des ressources locales marines au Nunavik dans le but de soutenir la sécurité et la souveraineté alimentaire. Oups. Donc, la sécurité alimentaire, en fait, c'est vraiment le concept selon lequel tout le monde doit avoir un accès physique et économique à la nourriture saine et nutritive. Et le concept de souveraineté, lui, pour sa part, c'est que chaque région puisse être en mesure de choisir qu'est-ce qu'il mange et de se donner les moyens nécessaires pour rendre cette nourriture disponible pour soutenir la sécurité. Sauf que dans le fond, ce concept-là va être un petit peu compromis en ce moment parce que la population est grandissante, parce qu'il y a des changements climatiques. Puis ces deux facteurs-là font en sorte qu'il y a beaucoup plus de pression qui est créée sur la disponibilité des différents aliments. Ça se répercute sur un panier d'épicerie qui coûte plus cher, ça se répercute sur des pénuries. Et puis, justement, en valorisant les produits locaux, donc dans ce cas-ci, c'est les produits du littoral, on parle des algues, des mollusques, des crustacés et de plusieurs autres espèces, on vient en quelque sorte offrir une possibilité au niveau alimentaire d'aliments accessibles, nutritifs, à faible coût, qui répondent surtout aux préférences alimentaires de tous et chacun. Alors justement, notre projet va allier différentes disciplines universitaires, mais aussi il est vraiment construit avec la collaboration des Inuits, avec la collaboration des communautés, parce que c'est leur réalité, c'est eux qui vont consommer ces aliments-là, c'est vraiment dans le but de satisfaire leurs besoins que vraiment on va travailler tous ensemble pour construire ce qu'on souhaite construire. Donc, je vais passer la parole à Geneviève. Parfait. Donc, les principaux objectifs du projet peuvent se décliner en 3 axes. Donc, il y a l'axe santé publique où on souhaite documenter la diversité du savoir inuit en lien avec les Tinimutet. On veut en fait caractériser leur importance culturelle, sociale et comprendre le rôle ou en fait l'apport qu'ils ont dans la santé et le bien-être des Inuits du Nunavik. Avec l'axe écologique, on veut évaluer comment les paramètres environnementaux peuvent influencer la dynamique des populations de moules en termes de densité, de taille, de biomasse. Et on veut aussi développer des outils pour que les Nunavimioutes vont pouvoir utiliser eux-mêmes pour monitorer et gérer leurs propres ressources locales. Avec l'axe nutritionnel, on souhaite évaluer l'innocuité, autant microbiologique que chimique, des espèces. On veut dresser un portrait de leur valeur nutritive et, excusez, je viens de voir Mélanie qui me filme, de leur valeur nutritive et on veut étudier les propriétés organoleptiques, surtout le goût et les arômes, en fait. Donc, le premier objectif qui est de documenter le savoir inuit, d'ailleurs, on peut faire un lien avec la présentation d'Edith, je ne sais pas où elle est, mais en fait, moi, ça me porte, c'est mon projet de maîtrise, en fait, et ça apporte à réflexion le système de savoir autochtone. Moi, on utilise le savoir inuit. Je vous ferai remarquer qu'on a aussi enlevé le mot traditionnel parce qu'on voulait, en fait, témoigner que le savoir est autant ancestral qu'actuel. Et donc, on veut documenter ce savoir-là en faisant des ateliers on the land. Donc, on veut vraiment on a discuté avec les communautés, ça va se passer dans 4 communautés du Nunavik, Kangisuyuak, qui est dans le détroit d'Hudson, Kangirsuk, Kangisu-Aluyuak, qui sont sur la baie d'Ungava, et Inukjuak sur la baie d'Hudson. Et on a discuté de la méthodologie, en fait, avec les membres des communautés. Et ce qu'ils nous expliquaient, c'est en fait de faire, de faire une journée de récolte, carrément d'aller ensemble récolter des espèces de Tinimutet avec des aînés, avec des adultes, avec les jeunes. Et on va documenter les méthodes de récolte, les propriétés ethnomédicinales, entre autres, et les préférences alimentaires de chacun. On va aussi, pendant ces ateliers-là, il va y avoir des groupes de discussion, des entrevues où on va adresser les questions spécifiques des communautés
qui peuvent avoir en lien avec comment les paramètres environnementaux peuvent influencer les espèces de tinnimutate. Et ultimement, ce qu'on veut, c'est comprendre l'importance de ces espèces-là dans le système alimentaire local. La méthodologie a été aussi basée sur un livre qui a été écrit par une aînée de Kangisuyuak, Mitsuarjuk Napaluk, et on veut poursuivre en fait cette documentation de savoir-là sur ce livre-là. Voilà. Et en fait, nous avions la chance l'été dernier d'être là, Underland, et nous avons fait des workshops ensemble entre les scientifiques et aussi les aînés là-bas. Donc, ce que nous avons fait pour étudier les algues, pour faire un petit atelier sur les algues, moi, pendant la marée bas, nous sommes allés avec les adolescents dans cet endroit, Maralik, qui est un endroit pour la chasse des baleines. Donc là-bas, c'est comme les élèves est enseignés par ces aînés comment faire sa chasse. Donc, pendant la marée bas, l'intermarée, c'est plus de 30 km. Et juste à pied, nous sommes allés collecter les algues, caractériser les choses assez fondamentales comme la biomasse, l'abondance. Et puis, quand nous sommes revenus sur l'île, nous avions les sacs des algues. Et puis, pour les prochaines 15, 30, 1 heure, il y avait les aînés qui étaient là, qui s'assoient. Et avec chaque algue, ils commençaient à décrire leurs connaissances locales de quel temps de l'année, quel type de tissu, et comment marche l'écologie locale que les scientifiques, nous ne pourrons pas savoir dans 2 petits voyages. Donc, c'était un exemple des ateliers, des ateliers qui marchaient. Oui, comme Kachif l'a dit, on a eu l'opportunité de passer 15 jours dans un campement inuit. Moi, je l'ai fait à George River, le campement de Aquilasalu. Et ce qu'on a fait, c'est une méthodologie. J'ai développé une méthodologie de sciences collaboratives avec les Inuits. On a idéé un système pour prendre les mesures des moules. C'est un système avec des couleurs. Chaque couleur, pour eux, c'était comme on a fait comme une espèce de jeu. Oui, mais finalement, on a eu de jolis résultats et on a vu qu'il y a une pression de sélection parce qu'ils prennent les moules pour manger. C'est vraiment important parce que les moules, ça fait comme la présentation passée, qui ont dit que oui, on mange et on commence à parler, c'est eating and socializing. Et ce soir, tous ensemble, ils commencent à parler sur comment ils vont faire pour chasser la phoque ou la belugue. Et comme ça, ils ont aussi partagé avec moi beaucoup de leurs connaissances et me montré les endroits où je peux aller pour ramasser les moules. On a vu que, oui, il y a une forte pression, mais à la fin, ce qu'on a parlé, c'est qu'ils m'ont dit, bon, Marcel, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut changer régulièrement les sites de récolte, et comme ça peut aussi optimiser, ça peut faire que la population de moules peut se maintenir plus longtemps. Mais c'était un travail très joli parce que ça se fait dans un fjord où il y a un gradient très marqué de salinité et température. On a pu voir qu'il y a un effet aussi de la température et la salinité sur la biomasse et la taille de la population de moules. De plus, on parlait des paramètres environnementaux qui influencent la distribution et l'abondance de tinnimutate. Un des paramètres importants, c'est aussi la glace. Donc, dans un endroit où plus de la moitié de l'année est plein sur la glace, le futur de la glace en Arctique va déterminer l'accessibilité de ces types d'aliments. Donc, Kangisuyuak et Kangiswalujwak sont 2 endroits assez spéciaux pour étudier la glace. Et c'est à cause des traditions locales qui nous donnent l'accès important aux ces ressources. Par exemple, à Kangisuyuak, ils ont la tradition pour des centaines d'années de faire des trous dans la glace pendant la marée basse et ils descendent sous la glace. C'est assez dangereux pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec cette tradition, mais pour eux, c'est tellement sécuritaire. Et puis, avec ça, nous aurons le premier accès pour les scientifiques aux moules sous la glace en hiver.
Et puis à Cagny-sur-le-Chouac, il y en a des connaissances locaux des endroits où il n'y a pas de couverture de glace. Et ça pourrait être comme une simulation de la future de l'Arctique où il n'y aura pas plus de glace ou la stabilité de glace n'est pas si forte. Donc, en travaillant avec ces deux types de connaissances locaux, nous pourrons aussi répondre aux futurs modèles et futures possibilités de ces ressources en Arctique. Merci. Donc, avec Agathe, moi, je vais m'occuper du volet sciences des aliments. Donc, on essaie de montrer que les Tsininimutais, c'est des aliments qui sont sains, nutritifs, que ce serait bénéfique d'encourager leur consommation. Donc, toujours dans l'optique d'essayer de répondre aux questions des communautés. On va faire des analyses sur les échantillons qu'on va recevoir du Nord pour voir s'il y a des différences selon les espèces, les endroits ou différentes périodes de récolte. Donc, on va regarder les possibles contaminants qu'il peut y avoir, ça peut avoir des métaux toxiques, des toxines, la composition nutritionnelle, est-ce qu'il y a des espèces qui ont des compositions qui peuvent avoir des effets bénéfiques sur la santé ou des différences selon les saisons, et les propriétés organoleptiques, donc le goût, l'odeur. Est-ce qu'on peut voir des différences qui peuvent être liées, par exemple, au savoir inuit? On veut aussi retransmettre ce qu'on va avoir. Les résultats de la recherche, dans le fond. Donc, un livre qui a été écrit, qu'on a parlé sur les Tsininimutais. Donc, on va essayer de bonifier ce livre-là, créer une suite. Il y a des activités qui sont faites dans les écoles et un workshop qui est fait avec le chef Stéphane Moda. Donc, on veut retransmettre les résultats des recherches, comment sont consommées les différentes espèces à travers les communautés, quelles recettes qui sont faites, de quelle façon ils sont transformés. Merci. On est un petit peu court dans le temps, fait que je vous invite à venir les voir à la pause. Là. Ils connaissent, ils sont en train de développer leur projet. Puis si vous voulez là, leur apporter des suggestions ou des idées, ils vont certainement être fort intéressés. Pourrais-tu me parler? C'est la mission inclusion, hein, c'est ça? Okay. Donc, j'invite maintenant Maxence à venir nous parler de la mission inclusion. En attendant PowerPoint, je peux commencer. Rebonjour tout le monde. Hier, dans la présentation avec François, vous avez eu un tout petit bref aperçu là, du sujet, merci, qui m'amène ce matin. En fait, vous l'avez peut-être compris, j'étais anciennement à la coordination des missions au RQM et la dernière mission sur laquelle j'ai eu la chance d'être chef de mission, c'est la mission Inclusion, qui était un peu différente des autres. C'était un défi logistique, organisationnel, humain, absolument incroyable, mais qui a été tellement riche en apprentissage que ça vaut la peine de venir vous en parler ce matin. Gros bouton vert, hein? OK, super. Brièvement, je vais vous parler de l'origine du projet, pourquoi on en est arrivé à la mission Inclusion, un portrait global de la mission, une présentation des 8 projets qui ont eu lieu à bord, quel genre de retombées ça a eu, puis qu'est-ce qu'on fait maintenant. En 2022, le RQM a mis en place différentes initiatives pour rehausser la diversité. Puis là, par diversité, là, chaque personne ici a probablement une définition différente de ce que ça veut dire, de ce que ça veut dire également dans un contexte océanographique, recherche sur le maritime. Je vais le définir là, dans les prochaines diapos. Donc, il y a eu l'initiative de la mission Inclusion. Il y a aussi une enveloppe budgétaire qui a été réservée pour le temps navire par un projet ou des projets qui étaient menés par un secteur autre que nature et technologie. Ça a donné lieu à l'expédition bleue qui vous sera aussi présentée aujourd'hui. Et ensuite, je l'avais mentionné hier, on a ouvert à différents profils de carrière qui, la présence à bord était toujours permise, mais là, pouvaient eux-mêmes être principaux demandeurs d'un projet. Par diversité. Alors,
J'ai aussi une casquette de conseiller EDI, maintenant à l'ISMER, mais j'étais là aussi au RQM. Et la première question qu'on se pose, c'est qui est absent à la table? Qui n'est pas là? Et ce qu'on avait remarqué, pas tant dans la participation, mais dans les porteurs de projets, ce qui nous manquait, c'était les jeunes chercheurs qui n'avaient pas l'opportunité de même de demander. La recherche collégiale était souvent présente, mais pas nécessairement comme principaux demandeurs. Les professionnels de recherche, on n'en voyait pas qui venaient autrement que comme techniciens ou quelque chose comme ça. Société Culture et Santé, ça aussi c'était peu là. Et les groupes enquête d'équité, ça c'est une définition très standardisée du fédéral. On parle des femmes, personnes racisées, personnes autochtones et personnes qui vivent avec des handicaps. Après ça, on a essayé de réfléchir, pourquoi ils ne sont pas là? Il y en a certains pour qui c'est évident, mais aussi parce que est-ce que les gens se sentent concernés? Est-ce qu'ils peuvent se visualiser sur un navire de recherche? Est-ce que ça a du sens dans leurs travaux? Et après ça, une fois qu'ils peuvent se sentir concernés, comment qu'on s'assure qu'on est capable de les faire venir à bord? Donc, c'est des questions qu'on se pose. Évidemment, si c'était magique, si ça se faisait tout seul, s'il suffirait de dire « nous sommes très inclusifs et nous avons tous envie de vous avoir à bord on n'en aurait pas de problème. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut démarcher. Il faut démarcher en utilisant, déjà au cours des années, le RQM s'est développé un réseau complètement hallucinant. Il faut l'utiliser. Il faut en développer encore des nouveaux réseaux. Appeler à des endroits qui n'ont encore jamais entendu parler de nous, ce qui arrive de moins en moins, je vous rassure, et de solliciter ces nouveaux milieux-là. Ça aussi, vous en êtes rendu compte, il y a des directions thématiques au RQM, puis il y en a dans tous les secteurs, donc on les a utilisées également là, pour la réussite de la mission Inclusion. Alors, au final, je vous amène encore à bord. Je trouve toujours des belles images de bateaux, et je vous en promets encore. On a embarqué avec 13 chercheurs-chercheuses de différentes catégories qui avaient tous un objectif commun, c'était d'aller sur le fleuve, mais également à la rencontre de communautés de la Côte-Nord. Je vous l'ai dit, c'était un défi logistique hallucinant. Alors, je vous les présente, mes 8 missions en une. D'abord, je tiens à le souligner que ce défi-là n'aurait jamais été possible sans la participation de ma co-chef de mission, Roxane Lavoie, qui malheureusement n'est pas là ce matin, elle est à Natashquan, si j'ai bien compris. Je vais vous présenter son projet, mais vraiment, quand on maille différents secteurs ensemble, différentes perspectives de ce que c'est la recherche, des fois c'est les mêmes mots, ils ne veulent pas dire la même chose, c'est de la recherche, mais c'est pas la même méthodologie. Une chance qu'elle était là pour me recadrer moi, parce qu'il me manquait définitivement ces compétences-là à ce moment-là, et j'ai pu apprendre grandement. Petite note, vous avez remarqué le logo de l'Institut Ashokan. On allait à la rencontre de communautés autochtones sur la Côte-Nord. C'était important pour moi que l'ensemble des participants aient un minimum de formation sur les réalités autochtones, donc ils ont eu tous l'obligation de participer à des formations de l'Institut Ashokan. Ça, c'est le trajet qu'on a fait. Il y a une question d'échelle, là. Je ne sais pas si vous vous souvenez des cartes d'hier de Guéchet où on voyait les différents secteurs, Québec, Montréal. On a fait du millage en tabarouette. C'était notre contrainte principale et on était attendus. On était attendus dans des communautés blanches, dans des communautés autochtones. Donc, d'habitude, on essaie de se garder un peu de manœuvre sur un navire. Il peut y avoir une tempête, il peut y avoir des pépins techniques, mais là, non, on était rodés à l'heure près. Alors, beaucoup de pression sur l'équipe, mais ça valait le coup. Le premier projet, c'était celui de Roxane, Culture et Nation, donc qui s'intéresse à comment le trafic maritime et le développement de la voie maritime, finalement, a un impact sur les communautés. Et le projet s'arrête globalement à Québec. Elle voulait l'étendre au-delà, sur la Côte-Nord, et elle a fait exactement, en fait, ce que Edith mentionnait ce matin, est allée entrer en relation. Elle n'est pas débarquée dans les communautés pour aller présenter un projet de recherche, un plan de travail, des ententes à signer. Elle est allée pour se présenter. Puis si ça a donné qu'il parlait du projet de recherche, tant mieux, mais ce n'était pas l'intention initiale. Roxane avait avec elle une professionnelle de recherche, Isabelle, mais également 2 stagiaires de Pessamit, William et Joshua. Et c'était leur première expérience à bord. Donc, ils nous ont accompagnés tout le long. On débarquait à terre avec Roxane et Isabelle pour aller à la rencontre des communautés. Et les gars ont travaillé avec nous sur tous les projets de recherche. Ces gars-là ont disséqué des crabes comme je ne pourrais jamais le faire. C'était hallucinant.
Ensuite, un autre projet qui était mené par une étudiante au doctorat. Donc, ça laisse de la place aux jeunes chercheurs, les missions qui sont coordonnées par le RQM. Ils arrivent à bord, ils n'ont pas leur directeur ou leur directrice de recherche, là. C'est eux qui sont pleinement responsables. Et là, M. Cyr, je vous ai entendu tantôt, là, et que j'aurais aimé ça qu'on s'assoie avec un pêcheur avant. Parce que globalement, Pauline allait à la recherche de bivalves, donc j'ai mélangé pétonque, palourdes, des moules tout le long de la mission, parce que c'est pas ma tasse de thé. Et oui, et en cours de route, hein, on a croisé des pêcheurs dans les communautés, et là, on a fait « Oh, mon Dieu, qu'on a échappé ». On l'a échappé dans la préparation, à quel point on aurait dû aller parler avec eux avant. Donc, bien, ça a été un succès pour elle. Elle a trouvé les échantillons dont elle avait besoin, mais ça aurait pu être beaucoup plus facile si on avait pris cette précaution-là avant. Et définitivement, c'est un apprentissage pour les prochaines fois. Ensuite, Annie Tamalavage, qui est géologue, donc étudiante postdoctorante, qui n'avait jamais eu l'occasion de partir aussi longtemps sur un navire de recherche. Et elle aussi, donc, catapultée à bord, seul maître de son projet. Et pendant toute une journée, à l'embouchure de la rivière La Romaine, on a échantillonné des carottes sédimentaires pour Annie et qui a fait une job d'impliquer tout le monde à bord dans la compréhension du projet, dans se salir les mains. On ne le voit pas, là, mais il y a une grosse boîte de boîte juste en dessous du tube qui est en train d'enfoncer. Et ben, définitivement que ça l'a rehaussé d'une façon fulgurante sa motivation à poursuivre en recherche pour Annie. Ensuite, Souir, jeune chercheuse à l'UQAR. Souir faisait à peu près 1 an qu'elle était arrivée à l'UQAR et avait été précipitée dans le monde de l'enseignement très vite et avec une espèce de déficit émotionnel par rapport à la recherche. Elle avait hâte de s'y remettre, mais c'était... vous savez ce que c'est, les premières années. Et ben, elle a sauté sur l'occasion pour embarquer à bord de la mission, parce que là, justement, c'était organisé par le RQM. Fait qu'elle avait juste à arriver avec ses outils d'échantillonnage, et ça s'est fait. Et Souir s'intéresse aux levures et a pu aller échantillonner à terre et en mer pour son projet avec son étudiant Mathis. Manon Savard, prof en géographie, archéologie à l'UQAR. Manon, elle, justement, a revisité les travaux d'un géographe qui s'appelle Raoul Blanchard, qui a fait les communautés de la Côte-Nord, me semble, début des années 1900 ou fin des années 1800, qui a fait un travail très blanc, privilégié de l'époque dans son analyse des communautés, avec des expressions que je n'ai pas besoin de ramener ici. Mais elle a refait le même travail. Elle a été visiter des communautés blanches et, avec la version 2023 de l'analyse de comment le système s'organise, c'est quoi la sécurité alimentaire dans ces communautés-là. Donc, gros travail pour Manon. Ensuite, Daniel Robitaille qui nous a challengé de façon incroyable. Je vous disais tantôt, là, les différentes façons de faire de la recherche, ça nous a assez ébranlé. Donc, il travaille en recherche-création en art visuel et médiatique. Puis, globalement, elle nous a fait faire de la géomatique. Okay? Donc, elle nous a fait illustrer des choses qui existent, mais qu'on ne voit pas. Et elle a réussi à embarquer tout le monde, équipage y compris, donc pas juste les scientifiques. Pour 2 choses. Un, pour son projet plus personnel, où là, elle a vraiment embarqué tout le monde. Et après ça, bien, pour la création d'une œuvre collective qui s'appelait globalement La Rosette des émotions. Fait qu'il avait fallu pour les... Mais ça l'a permis une liaison puis une compréhension de sa recherche. Ah, non, je refuse. OK. Dernier projet des champignons marins que vous allez entendre parler tantôt, recherche collégiale. Et on a ici une professionnelle de recherche du ministère MELCC, cartographe, donc elle aussi qui a pu venir faire son propre projet à bord, ce qui est généralement pas habituel dans le milieu. Bon, ben, il va falloir que vous veniez me voir pour la suite, les retombées. Il y a une chose qui était une préoccupation extrêmement fondamentale pour nous, c'était de redonner. On a visité des communautés, fallait après ça faire un retour sur ce qui s'était passé, sur ce qu'on était venu chercher. C'est pas juste comme une gang de scientifiques à bord d'un bateau et on part sans laisser de traces. Il y en a de disponibles au kiosque du RQM là-bas, traduits en 3 langues, en français, en inou et en anglais, qui résume chacun des projets et comment prendre contact avec les chercheurs par la suite. Je vais arrêter ça là pour aujourd'hui, mais au plaisir.
Merci, Maxence. Je vous invite à venir le voir là, pendant plus tard durant la journée si vous voulez plus d'informations ou même participer aux missions inclusion. J'invite maintenant Geneviève Dupéré. Elle est là. Pour la présentation sur son projet Écosystème. Je ne vous en dis pas plus. Elle va certainement avoir plein de belles images à vous présenter. Bonjour tout le monde. Je vais juste voir si... Je vais juste peser sur le piton vert, hein, Vivi? C'est ça. Alors, bonjour, merci beaucoup. Je pense que je vais prendre celui-là. Ça marche ici, oui. Merci beaucoup de la belle invitation. En fait, je suis vraiment touchée d'être ici parce que c'est la première participation au congrès du RQM qui a été excessivement important dans le projet dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est Écosystème, mais également dans ma vie. Donc, ma vie ne serait pas la même sans avoir fait la rencontre de Céline Audet, entre autres, et de plusieurs personnes qui ont été vraiment fondamentales, qui sont devenues des amis. Donc, on a parlé ce matin avec Edith, avec Maxence, avec Mélanie, d'intersectorialité. Moi, j'aime vraiment le mot collaborativité parce que c'est par la collaboration qu'on arrive à l'intersectorialité. Et écosystème s'écrit d'ailleurs avec un H parce que tout ce projet part des échos de plus de 300 collaborateurs et collaboratrices des secteurs des sciences, de la pêche et de l'industrie. Donc, je vais peser sur le petit piton pour en arriver aux arts et aux sciences. C'est sûr que dans l'immense contexte dans lequel on est, bien, de plus en plus, on va entendre des scientifiques, des intellectuels, des anthropologues, des gens en sciences sociales qui vont dire, oui, maintenant, on connaît la situation des changements climatiques, on s'intéresse à documenter par des données, par des connaissances, ce qui se passe, mais les rapports du GIEC, comme de nombreuses voix, s'élèvent de plus en plus pour dire qu'on fait face à une crise de sensibilité. On arrive à une certaine distance en ce qui nous relie avec les écosystèmes, nos liens d'interdépendance dont Edith a parlé de façon extraordinaire ce matin. Et cette crise de sensibilité-là, on s'interroge de plus en plus à savoir si par les arts, on ne pourrait pas arriver à comprendre le potentiel, disons, configurant de la place des arts dans les sciences. Et c'est vraiment à partir de là qu'on peut s'intéresser à inventer des récits, imaginer des manières d'être, de faire, de ressentir, qui seraient peut-être susceptibles de nourrir les désirs de changement, de renouveler les hiérarchies et de renouveler la hiérarchie de nos valeurs et de nos priorités et de nos attachements. Donc, bref, c'est un peu dans ce cadre énorme que moi, l'ensemble de mon doctorat repose, entre autres, sur des images et des propos de Pierre Dansereau qui, on va se le dire, datent de 1973. Alors, le temps est sûrement venu pour une réconciliation des sciences naturelles et des sciences de l'homme, et en fait, pour une reconnaissance de la découverte authentique par les moyens artistiques, aussi bien que scientifiques et explicitement rationnels. Dans le fond, que sont les écosystèmes, comment on y est relié, et tout ça ne se délimite pas par des schèmes de la connaissance, mais tout ça s'interrelie. Et moi, Pierre Dansereau, quand j'ai lu cette phrase, vraiment de 1973, qui disait qu'afin de penser en tout à l'environnement, des formations professionnelles, appel à la mer, moi j'ai lu afin de penser en tout au Saint-Laurent. Deux exigences apparemment contradictoires doivent être satisfaites. Une connaissance réelle dans un domaine, entre parenthèses, les arts du cirque, et une capacité de relation par transfert à partir de mon domaine des arts du cirque sur le Saint-Laurent. Je me suis donc questionnée, est-ce que les arts ne pourraient pas être un mode de connaissance? Et là, la question du doctorat que j'ai terminé tout récemment, c'était est-ce que la recherche-création, là, la recherche-création dans le contexte universitaire, c'est réellement recherche universitaire par des moyens créatifs, en collaboration avec les secteurs des sciences, de la pêche et de l'industrie, pourrait contribuer à rendre compte de la complexité de l'écosystème du Saint-Laurent, parce qu'on va se le dire, ce ne sera jamais possible d'expliquer les écosystèmes par des données, mais est-ce que par les arts, je pourrais évoquer cette complexité-là?
c'est comme ça que l'aventure a commencé en 2017. Je suis partie sur le Saint-Laurent avec ma tante. J'ai beaucoup campé. J'ai beaucoup conduit la 132, la 138. Disons que je la connais un peu mieux. Mais aussi, j'ai été obligée de m'adapter en permanence au vent, aux intempéries, au brouillard qui faisait en sorte que j'avais prévu rester 4 jours à Mingan, mais je suis restée 1 mois et demi. Tout ça a fait en sorte que de s'adapter en permanence à cet écosystème-là, ça nous apprend à vivre ce que Pierre Dansereau disait juste de manière élégante, vivre en s'intégrant au paysage. Et en plus de ça, ça m'a amené l'extraordinaire opportunité de rencontrer plus de 300 collaborateurs au contenu aujourd'hui qui participent à ce projet. Et quand on rencontre les gens, c'est d'aller vraiment s'intéresser à leur pratique, mais à leur savoir, leur savoir-faire. Sur le pont des navires, vous savez très bien que se créent des liens. Et ce sont ces liens-là qui évoluent et qui créent du vécu, qui créent des mémoires du projet. Donc, je vous laisse ici sur un 5 minutes d'image parce que Geneviève m'avait demandé de ne pas trop parler. Alors, tu peux peser play, Maude, merci. Je vous reviens après, là. Sur l'écosystème du Saint-Laurent. Je m'appelle Lynne Morissette. Je viens de cet univers maritime-là, de cet univers de bateaux, d'océanographie, d'opérations à bord. Est-ce qu'il y avait une case pour toi où tu es le mouton noir à cheval entre la science et les arts? On va terminer avec le Montréal Express, on va retourner. Excuse-moi, on va retourner à la section 5. Disons que c'est un projet qui ne part pas d'un modèle artistique plus fréquent. Il ne part pas du tout d'une mise en scène, d'une chorégraphie, d'une thématique. Il part de la complexité, de la dynamique d'un écosystème dont on fait tous partie. C'est ça la prémisse. Donc, c'est pas moi qui décide. C'est ce qui est vécu par le projet qui va venir se raconter dans le récit. Aller à la rencontre de 300 collaborateurs en maritime, apprendre le jargon. Et quand je finis par comprendre, là, je suis capable de l'intégrer au projet. Fait que toute cette dynamique-là vient s'intégrer à cette méthodologie. Et moi, c'est ce qui me fascine et ce que j'ai eu le goût d'explorer. Ce que j'ai trouvé intéressant dans le spectacle ici, avec le setup du paysage, c'est qu'effectivement, on perd la rosette de vue. Elle descend sous la surface. Et puis, effectivement, elle nous rapporte des choses, mais ça traduit bien ce que reste l'océan, même quand on est chercheur et qu'on l'étudie, c'est qu'on ne voit pas sous la surface. On la sonde avec elle nous rapporte des informations, et après, il faut combler les trous avec des théories, avec toutes sortes de connaissances supplémentaires, et il y a beaucoup d'hypothèses, mais ça reste quand même un océan d'inconnus. Très difficile à sonder. Donc, ça, c'était super bien représenté, je trouvais, en tout cas dans le setup ici. Et pour traverser du fleuve à la Seine, ça prend un navire. C'est ainsi que j'ai imaginé le haut d'écosystème qui croise à la fois les codes en art du cirque et en maritime pour raconter un chargement portuaire, devenir une rosette, une hélice. Sa conception m'a demandé 2 années. Sa réalisation sur 3 autres années a impliqué le Réseau Québec maritime, le Centre de recherche, d'innovation et de transfert en art du cirque, le CRITAC, Dorspec System, Multi-électronique et le Groupe Océan. Ça a permis de réunir toute une équipe en océanographie, en sciences des eaux douces, en art du cirque, en électronique marine, en ingénierie et en architecture navale. Qu'est-ce qui s'est passé quand Geneviève Dupéré est arrivée dans ton bureau? À l'époque, pour être bien honnête, les arts ne faisaient pas partie de la réflexion du tout. Geneviève a littéralement pris la faux et puis elle a débroussaillé le sentiment. Convaincre des gens que les arts, c'est pertinent, que les arts et la science, ça va ensemble. Ça, c'est la partie difficile qui demande du temps. Donc, il faut s'asseoir avec les gens puis convaincre, mais aussi en même temps se convaincre soi-même. Mais Geneviève faisait tout ce travail-là évoluait en fait de concert avec les collaborateurs et les collaboratrices maritimes du fleuve au Golfe. Par exemple, à Trois-Rivières, en mai 2023, on a créé avec le pilote Alain Arsenault de la Corporation de pilotage du Saint-Laurent central la scène qui sera dédiée aux pilotes du Saint-Laurent. Et le pilote monte dans l'échelle de corde pour aller à bord. Et là, doit marcher et monter jusqu'à la timonerie, rencontrer l'autre pilote pour faire le changement de pilote. À cette île, en août 2022, il s'agissait de recréer la pêche au crabe des neiges avec les pêcheurs avec qui j'avais été pêché en 2019,
Alors qu'à Qu'est-ce qui va se Rimouski, passer à Rimouski? Parce que je sais que je vais être convié là, mais ça va être une surprise. C'est une vitesse de diffusion qui est potentiellement différente, puis qui peut elle-même induire une double diffusion qui ne sera pas la même. à Rimouski, en septembre 2022, avec le physicien océanographe Danny Dumont, l'idée était de mettre en scène la mission scientifique T-Rex, Tracer Release Experiment, qui avait eu lieu en septembre 2020 à bord du navire le Coriolis II. La mission s'intéressait au phénomène de la dispersion au moyen du colorant rhodamine et du déploiement de bouées scientifiques. C'est une mission qui était assez particulière, merci. En fait, l'idée du projet, c'est que dans les 2 prochaines années, on va visiter différentes villes riveraines du fleuve jusqu'au Golfe pour aller travailler avec les collaborateurs maritimes des sciences de la pêche et de l'industrie pour monter des scènes, ou on peut appeler ça des séquences, qui dans 2 ans seront arrimées en un spectacle qui, lui, racontera donc l'ensemble de ce travail-là des deux dernières années, incluant les 5 dernières années. On va être rendu à 7 années. Donc, Écosystème, c'est un projet sans fin qui ne finira jamais et qui va toujours chercher à raconter la complexité de l'eau en mettant en valeur les gens qui travaillent sur ce Saint-Laurent-là au quotidien. Je vais l'arrêter ici parce que je veux juste... attendez. Voilà. Donc, en fait, vous avez vu un peu le projet. L'idée, c'est vraiment de travailler de concert à partir de la dynamique d'un écosystème, de la vitalité de cet écosystème qui est le nôtre, le Saint-Laurent, qui est omniprésent dans nos vies, dans nos sociétés, dans notre quotidien. Et à partir de là, d'utiliser cette vitalité-là et de se rejoindre parce que notre point commun avec tous les collaborateurs et les collaboratrices est vraiment le Saint-Laurent. Alors, en fait, oui, bien sûr, c'est un projet qui évolue à partir de la pratique du projet écosystème lui-même, mais également sur un volet théorique, puisque j'ai réussi donc à extraire comme un modèle que j'appelle le modèle écosystémique, au sens où, pour comprendre la complexité des écosystèmes, vaut mieux partir d'une approche collaborative. Pas vaut mieux, mais c'est possible de partir d'une approche collaborative et puis après ça, d'évoluer par des moyens créatifs pour aller rejoindre différentes personnes, à la fois sur la connaissance sensible et la connaissance factuelle. Et je cite souvent Lynn, qui est une grande inspiration, notamment dans le projet, qui cite donc, tu cites souvent le commandant Jacques-Yves Cousteau qui dit qu'on aime ce qu'on connaît, on protège ce qu'on aime. Pour moi, ça a été une très bonne révélation puisque on aime ce qu'on connaît, n'est pas en opposition connaissance sensible, connaissance factuelle, bien au contraire. C'est pas un projet qui vise la traduction de données, mais réellement à s'imprégner de la vitalité du Saint-Laurent qui nous habite, nous, gens de l'eau. Et c'est cette intangible-là du oomph que j'essaie de transmettre par les arts du cirque qui sont un moyen extraordinaire puisque nous aussi, on utilise des haubans, des mousquetons, des harnais, des poulies, des roues. Donc, bref, les langages se marient pour mettre en scène ce qui parfois dépasse la fiction. Je vous laisse sur cette image. J'aurais aimé l'intégrer aux vidéos, mais ça m'a pris un peu trop de temps. Vous avez ici François Guillemette, chercheur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, ainsi que M. Pierre Magnan, qui est professeur émérite de l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui sont à bord du haut d'écosystème. La journée même, on a fini la résidence de création il y a 2 semaines. Le navire, le Coriolis, le Lamsilis, arrivait de Rimouski par hasard. Alors, on a fait la rencontre de la réalité et de la fiction à 4 heures. Donc, rebonjour à tous. J'espère que vous avez bien mangé. Un petit café pour tenir la suite de... Parce qu'on a... Ah, bon, c'est bon, Gaïcha, elle a son café, son thé. Donc, avant de continuer avec notre thématique sur la santé des communautés, on va avoir un peu de quelques allocutions, des courtes allocutions. La première, j'inviterai M. Grégory Hersan du réseau des CCTT Synchronex à venir nous présenter quelques mots. Par ici ou celui-ci? Celui-ci. Ouais. Oui. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que le dîner s'est bien passé. Donc, je me présente, Grégory Hersan. Je suis coordonnateur au soutien à la recherche au réseau des CCTT. Et je remplace aujourd'hui donc, notre PDG par intérim, Michel Lesage, qui voulait vous dire quelques mots. Je pense qu'il aurait beaucoup aimé être présent aujourd'hui,
la qualité des présentations, la diversité, l'intersectionnalité, bref, vraiment un très, très beau congrès. Donc, je vais vraiment lui transmettre ça. Et depuis cette journée, depuis hier, en fait, il y a plusieurs éléments qui me viennent en tête. Donc, je dirais que le mot principal, c'est collaboration. Donc, tous les projets qu'on a vus, donc on a vu beaucoup de projets collaboratifs. Et nous, en tant que réseau, donc, on a vu également donc, l'accueil réservé par le RQM pour les CCTT. Donc, c'est près de 35 initiatives qui sont soutenues financièrement dans lesquelles les CCTT vont participer. Et à peu près 14 qui vont être pilotées donc, par nos chercheurs et nos chercheuses, donc, et ce, dans différents secteurs. Oui. Et au niveau des présentations, vous en avez vu quelques-unes hier, donc des présentations dans des secteurs comme le transport maritime avec Innovation Maritime qui a parlé de la problématique du bruit sur les bateaux, également donc, du bruit occasionné donc, et de leur impact donc, sur les écosystèmes donc, marins et les mammifères plus particulièrement. On a vu également le super beau projet FOURED, donc qui était très intéressant, donc où on a développé cette fois-ci plus des outils d'intelligence artificielle, donc pour mieux comprendre le comportement et la façon de se nourrir donc des fous de bassin. Cet après-midi, ça a été évoqué également, donc vous allez avoir une présentation donc avec Bioptère. Donc vous voyez toute la diversité de notre réseau. Donc le réseau des CCTT, pour rappel, c'est 59 CCTT. 11 en pratique sociale novatrice. Donc, on est répartis à peu près partout au Québec. Donc, on a un rôle, bien sûr, d'ancrage régional, mais aussi un rôle national. Donc, nos CCTT vont répondre à des enjeux et des défis, je dirais, à l'échelle donc, de la province. On dessert principalement donc, les petites et moyennes entreprises, les organismes de façon générale. Donc, c'est quand même une mission qui est très large. Puis je dirais que la particularité, c'est qu'on va se positionner dans l'écosystème d'innovation entre la recherche universitaire et les milieux preneurs. Donc, on a vraiment une place privilégiée. Et il faut vraiment voir cette place-là comme non pas une succession d'étapes où on aurait la recherche universitaire, la recherche dans les CCTT ou la recherche collégiale et le milieu preneur, mais on a des zones de collaboration. Donc, on a d'abord une zone, on l'a vu depuis hier, une zone d'interaction entre les universités et les collèges. Donc, il y a beaucoup de projets collaboratifs qui se font, donc beaucoup de recherche interordre qui est mise en place et qui permet de répondre aux défis donc, maritimes. Puis, bien sûr, on a une zone de collaboration avec les milieux preneurs, donc la mission principale donc, de nos centres de transfert de technologie. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais vous le dire, on collabore aussi avec d'autres groupements sectoriels. Le congrès était vraiment hyper intéressant. Il n'est pas fini, il va se poursuivre cet après-midi. Des présentations de très grande qualité et surtout très diversifiées. On a été aussi bien donc, dans la biologie marine que dans l'art aussi. Donc, c'est vraiment un enrichissement pour nous. Et puis, j'espère qu'on va bâtir donc, et continuer nos collaborations donc, pour le futur. Puis, je vous souhaite bon après-midi. Merci Grégory. Je pense que ça fait juste... on va continuer ça et puis travailler ensemble vers l'avenir. J'ai une deuxième allocution qui s'est greffée comme ça. On a la chance aujourd'hui d'avoir M. Maxime Blanchette-Jonca qui est arrivé d'Ottawa hier soir ou ce matin. Maxime est le député de la circonscription Rimouski-Négept-Témiscouata-les-Basques. Il est très présent au sein de notre écosystème autour de l'UQAR. Et ça me fait vraiment plaisir, Maxime, que tu sois là avec nous puis que tu puisses nous adresser quelques mots. Merci. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Est-ce que vous avez bien mangé? Oui, bon là, il y en a qui m'ont dit qu'ils auraient aimé manger du homard, des crevettes, des pétoncles, des oursins, du phoque. Ben, ce n'est que partie remise. Écoutez, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Tout à l'heure, en m'en venant, je regardais sur le long du fleuve. Bon, vous le savez, là, je suis le député de Rimouski, Négept, Témiscouata-les-Basques, et j'ai eu la chance de grandir, de naître près du fleuve. Donc, vous savez, vous imaginez certainement que l'eau salée coule à travers mes veines. Et en m'en venant, mais je me disais, wow,
quelle chance on a. Quelle chance on a de vivre à proximité du fleuve Saint-Laurent, d'y habiter. Et tout à l'heure, il y a une dame qui a posé une question sur le fait, les gens qui n'habitent pas près du Saint-Laurent, comment on fait pour apprendre à le connaître? Comment on fait pour le faire rayonner? Je regardais ça. La question que j'ai pour vous, c'est, imaginez-vous le pourcentage des gens au Québec qui habitent près du fleuve Saint-Laurent et ses affluents. S'il y a quelqu'un, là, il y a un prix là, pour ça, là, s'il y a une bonne réponse. Là. Quel est le pourcentage de gens au Québec, sur le territoire québécois, qui habitent à proximité du fleuve et de ses affluents? Il y a des gens qui avaient déjà lu cette statistique-là. 80 80 des gens au Québec habitent donc près des rives du Saint-Laurent ou encore de ses affluents. Donc, imaginez, le fleuve Saint-Laurent, c'est un joyau, c'est un bijou qu'on doit et on se doit de préserver, mais aussi de faire rayonner. Donc, vous savez, moi, pour ma formation politique, j'ai le privilège d'être le porte-parole pour la Voie maritime du Saint-Laurent, bien sûr de représenter des institutions fièrement comme l'UQAR, le Réseau Québec maritime, mais je vous félicite évidemment pour l'organisation de l'événement aujourd'hui. Bien sûr, je remercie et félicite également les différents partenaires qui contribuent à l'activité, l'événement. J'aurais aimé ça me joindre à vous, mais vous savez, à Ottawa, ça a l'air qu'il y a une fin de session parlementaire, et là, on est en train, mais ce matin, j'écoutais les gens qui prenaient part au panel de discussion, puis beaucoup d'idées me passaient par la tête. Bon, on a entendu parler des gens de manger notre Saint-Laurent, la fameuse colombe Saint-Pierre. Les gens disent qu'on veut être tout un peu une colombe Saint-Pierre. C'est sûr que c'est dur de ne pas l'oublier et également, bien sûr, de ne pas s'en inspirer. Moi, je vous dis, on est toutes et tous des colombes Saint-Pierre à notre façon. Et chaque personne qui interagisse directement ou indirectement avec le milieu maritime, bien, on a le devoir, évidemment, de faire rayonner ce magnifique Saint-Laurent-là. Il y a deux choses principalement que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Quand j'ai dit que j'avais des idées, mais j'en ai pas mal, mais il faut concrétiser ça. Et première des choses, moi, on parle beaucoup d'autonomie alimentaire. Vous savez, même moi, des oursins, là, avant récemment, je n'avais pas mangé. Il faut que je vous le dise avec humilité. Ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve fréquemment sur les tablettes à l'épicerie. Même moi qui habite à Rimouski depuis maintenant plusieurs années. Alors, j'ai tenté de réfléchir comment on peut faire ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont posé des questions ce matin dans la salle. Bon, c'est une question de prix, d'accès à la ressource, d'accès aux produits. Moi, je crois fermement que le gouvernement a un rôle à jouer là-dedans, c'est-à-dire pour l'accès. On a un garde-manger à proximité, mais on ne peut pas y avoir accès. C'est assez fou, hein, un peu, quand on regarde ça. Il y a des produits de l'extérieur, de d'autres pays qui arrivent, qui n'ont pas les mêmes normes de qualité. Et bon, on parle beaucoup des questions environnementales. Imaginez tout le trajet que ces produits-là doivent faire pour arriver sur nos tablettes d'épicerie. Ça, c'est assez incroyable. Alors, moi, j'ai pensé à quelques idées, puis je vous les partage. Mais aujourd'hui, c'est une main tendue que je veux vous livrer, c'est-à-dire si vous êtes tous des gens qui ont des expertises, qui ont des connaissances, qui ont des parcours différents également et qui représentent différentes organisations. Et moi, bon, en tant que porte-parole sur la scène fédérale, j'aimerais changer les choses positivement pour permettre aux Québécois, aux Québécoises d'avoir accès à ces ressources-là, qu'à mon avis, qui nous appartiennent toutes et tous. Et j'ai bien aimé la question du niveau social. Hein? Le fleuve, encore une fois, c'est quelque chose qui nous appartient à tout le monde. Ensuite, vous le savez, il y a des intérêts de différentes organisations qui priment, mais je pense que, principalement, avoir accès à quelque chose qui se retrouve tout près de chez nous, bien, je pense que ça serait la logique des choses. Alors, je lance ces idées-là, c'est des incitatifs pour permettre justement aux pêcheurs, aux transformateurs, d'avoir la possibilité de mettre sur les tablettes de nos épiceries, de nos poissonneries, des produits pour que les gens puissent les découvrir, mais surtout en profiter. Alors ça, c'est la première des choses. J'ai pensé à ça dans un projet de loi, mais je suis toujours ouvert et surtout curieux de vous entendre comment on peut concrétiser le tout. Deuxième des choses que j'aimerais vous parler, quand on parle de Saint-Laurent, on parle de quelque chose de grand. Hein? Quelque chose de grand, c'est d'avoir une vision. Il existe déjà des plans d'action gouvernementaux entre les différents paliers de gouvernement, entre les acteurs du monde maritime aussi. Là, actuellement, le plan termine en 2026. 2026, pour moi, ça, là, c'est demain. Là. Surtout en politique, vous le savez, hein, à travers les élections, ça va très vite. Je me fais un devoir de faire une consultation avec les gens du monde maritime, parce que j'y crois. J'y crois qu'on doit
faire ce devoir-là, de faire une consultation sur des enjeux thématiques pour répondre à certains défis. Et j'ai 4 thèmes que j'ai ciblés, puis encore une fois, c'est la main tendue avec beaucoup d'ouverture que je viens ici aujourd'hui pour avoir des alliés pour faire cette consultation-là. Pas pour dédoubler des organisations qui existent déjà avec des structures en place, pas pour refaire le travail qui a déjà été fait, mais pour collaborer tout le monde ensemble. Et ces 4 thématiques-là, évidemment, première thématique, l'environnement et les changements climatiques. Je pense que c'est indéniable. C'est un bijou qu'on se doit de, bien sûr, de protéger, et ça passe évidemment par des actions concrètes. Deuxième thématique, le côté social. Je vous pointe, monsieur, je sais que vous avez amené ce sujet-là. C'est très important. Comment on peut se réapproprier et voire même s'approprier notre fleuve Saint-Laurent, le majestueux fleuve Saint-Laurent, que je l'appelle? C'est important de le faire. Et ça ne passe pas juste par une baignade sur le coin de la plage. Troisième aspect, je crois que c'est l'économique. C'est un moteur économique important, le Saint-Laurent. Et ça, on le sait, il y a des bateaux qui transitent sur le fleuve, mais aussi il y a de la pêche qui se fait, plusieurs activités. Et même sur le plan récréatif, encore une fois, je fais le lien, l'économie et le social, ça se rejoint. Quatrième thématique, internationale. Vous savez, il y a des normes internationales pour naviguer sur le Saint-Laurent. C'est un des endroits qui est le plus difficile à naviguer sur toute la planète entière. Donc ça aussi, ça prend des normes pour avoir, bien sûr, la protection de ce magnifique bijou. Et donc, ce sont les 4 thèmes que je voulais vous partager. J'espère avoir la collaboration des gens. Je vais être assez simple et facile d'accès. Je suis en compagnie de mon adjoint Loïc Tremblay, mon adjoint parlementaire. Et c'est les gens qui voudront prendre part à cet exercice-là. Vous allez m'entendre, vous allez me voir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et évidemment, j'espère qu'on pourra ensuite grandir tout le monde ensemble à cet exercice-là et faire bouger les choses pour, encore une fois, préserver et rayonner notre magnifique Saint-Laurent. Merci tout le monde, bon après-midi et bonne activité. Merci Maxime, c'est toujours super de voir quand la science rencontre le Parlement. Ça fait des étincelles. Alors, j'espère que ça va faire des étincelles. Alors, j'inviterai Mélanie. On te redonne le stage. J'inviterai maintenant Alain Boucher à venir nous parler d'océanographie humaine et de maritorialité en Laurentie. Je n'ai pas besoin d'être là. Okay. Formidable, toutes ces belles paroles reposent sur de la théorie, dont voici une portion. Je vous souhaite bienvenue en Québec-sur-Mer, bienvenue en Laurentie. Votre menu, bouton vert, votre menu est sur l'écran. Je serai totalement disponible après l'exposé et je vous invite aussi sur la page qui présente mes résultats de recherche en sciences géographiques. Toutefois, la mer n'est pas un objet géographique, alors que cette science étudie les relations entre les humains et les espaces qu'ils habitent, appelés écoumènes. Or, la mer est un érème inhabitable, bien qu'humanisé, qui commande des concepts scientifiques différents de ceux utilisés en géographie. Comment analyser des relations d'humains à des endroits qu'ils n'habitent pas? On étudie plutôt la mer en océanologie humaine, en d'autres cadres, pour la comprendre différemment. La mer est res communis, appartenant à tout le monde. On l'oublie parfois. Elle contient des ressources valorisables, mais res nullius, qui n'appartiennent à personne, donc au premier venu. On oublie ça aussi parfois. Afin d'y parvenir, ce premier venu doit franchir la discontinuité qui joint, mais surtout sépare la mer d'avec la terre, le front argonautique, limite atteinte par une quête d'espace impossédé à repousser vers le large en vue d'acquisitions diverses, des res nullius, des mobilités, des savoirs, quoi d'autre. L'inexploré n'est atteignable que par des mobilités maritimes, régies à l'extrême par des normes et des lois à toutes les échelles, en tous espaces. Ces normes transforment bientôt le front en verrou argonautique, bloquant l'accès au maritoire. Parce qu'en mer, le territoire devient maritoire. Les délimitations y sont différentes, les frontières et la propriété inexistantes,
remplacée par la souveraineté et la possession. Non pas la propriété, mais bien la possession. Par voie de conséquence, la territorialité devient maritorialité, une combinaison des processus d'action et d'état atteints à des fins d'identification à des espaces maritimes et d'appropriation de leur sens et valeurs, ou plutôt de prise de possession de leur sens et valeurs. La mer humaine n'est ainsi qu'une idée sur laquelle établir des trajectoires et des positions temporaires, inévitablement, et incontrôlables afin d'accéder à ces ressources. Dans les portions aquatiques et terrestres du Saint-Laurent, de la Laurentie, laboratoire de cette étude, on reconnaît des régions qui sont des unités d'organisation spatiale qui forment un assemblage complexe. Ces régions déterminent des mobilités entre elles au tout petit nombre de 12, des entrées, des passages et des sorties, des non-entrées, des non-passages et des non-sorties, chacune de ces trajectoires librement régulées, donc endorégulées, ou contraintes exorégulées. Par exemple, les jeunes marins urbains et l'enrôlement à bord d'Éco-Maris sont des rassemblements endorégulés qui franchissent le front argonautique pour aller en mer. D'autre part, le troisième lien à Québec, pour ceux qui sont au courant de l'actualité, est un non-passage en mer, contraint par verrou argonautique, en contournement et en détournement. Vous excuserez la théorie. Derrière ces trajectoires, bien sûr, on devine des normes, des lois, des règlements à l'extrême, à toutes les échelles. Ne pas avoir peur de l'eau, décoder les signes, savoir pêcher, naviguer, connaître les codes, payer ses études maritimes, son embarcation, connaître et respecter les règles, obtenir les permissions. On peut en extraire une première conclusion. La somme des normativités transforme le front argonautique en verrou, assorti de qualifications élevées et souvent infranchissables. Les aspirants se trouvent alors en impossession du Saint-Laurent, privés de leur destination maritime souhaitée. Leur maritorialité s'en trouve affaiblie ou franchement anéantie. La Laurentie est aussi affligée d'une presque entière et défavorisante ignorance des entours culturels et sociaux. Elle émane de trois sources: la nature même du fleuve, son absence physique, ses dangers, des prohibitions ou des manquements, notamment la transmission des savoirs et l'accès aux qualifications, les peurs, les craintes personnelles, justifiées ou non. À toutes ces enseignes, bien sûr, l'ignorance de la place de l'humain en mer a beau jeu. Le maritoire de Laurentie ignoré est vaste et il recouvre d'un voile les perceptions et brouille les représentations de l'idée même de Laurentie. Une deuxième conclusion s'impose. Les individus privés de savoir, de mobilité et de position sont interdits de puissance culturelle et sociale sur le Saint-Laurent. L'impossession générale n'en permet plus qu'une simple élévation en lieu patrimonialisé, ce magnifique Saint-Laurent qui nous coule dans les veines. La connaissance de ses qualités maritoriales permettrait de hisser notre Saint-Laurent au plein statut de maritoire du Québec, d'augmenter l'acceptabilité sociale de ses usages et de promouvoir la citoyenneté à la mer. Les obligations maritimes sont incontournables en contexte mondial de maritimisation. Leur acceptabilité sociale repose sur la densité des liens maritoriaux entre notre mer et ses gens. Il en découle la nécessité d'inclure bientôt à notre réseau des actions de recherche en océanologie humaine sur la maritorialité, la prise de possession sociale et leurs effets sur la citoyenneté maritoriale générale. Je vous remercie de votre présence et de votre attention. Je pense qu'il y a quelqu'un qui aurait une question pour vous. Là. Sauvez-vous pas. Merci, Alain. Bien, la question est courte, toute simple. Existe-t-il des maritoires reconnus comme tels
sur notre planète? Donc, si je comprends bien, on a... Le mot cache l'idée, hein, le concept, la notion. Les géographes de la mer, les quelques-uns qui se sont tentés là-dessus, ont parlé d'espace absolute blank, d'un espace lisse. Hein, Deleuze et Guattari, des grands géographes. Jean Gottman, géographe reconnu du milieu du siècle dernier, qui parle effectivement d'un espace absolument indifférencié. Alors que quand on se met à en chercher des différences, M. Jonca parlait du Saint-Laurent comme endroit de navigation difficile, ben en voici un maritoire. Les maritoires de pêche, on ne pêche pas le flétan à la même place qu'on pêche les crevettes ou le homard. Voici des maritoires. Les espaces, les zones de météo maritime sont des maritoires d'une certaine façon. On ignore qu'il y a les municipalités de chaque côté du fleuve sont jointives, pour la plupart, pas toutes, mais sont jointives au milieu du fleuve. Ça veut dire qu'à partir de la rive, la municipalité de Saint-Joseph-de-la-Rive ou la municipalité de Saint-Irénée est jointive à celle qui est en face. Alors, voici des maritoires qui sont municipaux, qui sont ignorés, qui sont absents de la géographie du Québec, mais qui pourtant offrent des ressources et bien sûr les normativités et les lois et les règlements qui viennent avec. Alors les maritoires existent, on les voit peu parce que les frontières sont invisibles, mais oui, les maritoires existent. Mais peu reconnus. Reconnus, ils sont délimités. Oui. La municipalité de Saint-Irénée, son maritoire va jusque-là. Il reste maintenant à informer la population, à le faire savoir, éventuellement à mettre ce maritoire-là en valeur selon les possibilités qui s'offrent dans la sphère du social, du développement durable, sans négliger l'économie, le politique, et sans négliger la gouvernance et sans négliger l'environnement, mais en posant notre regard profondément sur le besoin social et culturel que l'océanologie humaine, éventuellement, pourrait mettre en valeur. Merci beaucoup, Alain. Mon plaisir. Je vais maintenant inviter Pascal Chevrette. Il est là. C'est mon projet coup de cœur dans les posters hier. Oui, hein? En fait, on en a parlé ce matin. Oui. Le ministère de l'Éducation. Merci beaucoup. La petite manette est là. Bonjour tout le monde. On a retardé ma communication. J'avais hâte de vous rencontrer. Je suis vraiment content d'être ici. C'est ma première année au Réseau Québec maritime. Je trouve que les échanges, là, j'apprends tellement. Aujourd'hui, je ne viens pas vous parler d'un projet scientifique, un projet de recherche. Je viens vous parler d'un projet pédagogique. Qu'est-ce que le parcours laurentien? Écoutez, je vous dirais rapidement que c'est un voyage scolaire qui est organisé dans le cadre du cégep. Un voyage de 6 jours à la base d'un cours qui a centré ses énergies sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, je dirais que c'est un cours introductif et même, je me permettrais de dire, initiatique sur le fleuve pour les étudiants au collégial. Tout à l'heure, le député qui est venu vous rencontrer a posé la question, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas nés sur le bord du fleuve? Écoutez, c'est mon cas. Moi, j'ai grandi, écoutez, le fleuve était carrément inexistant. Je n'ai pas grandi avec lui. J'ai grandi sur une ferme au Piémont des Laurentides. L'été, pour moi, c'était les vacances, mais je dis entre guillemets parce qu'en fait, on faisait la récolte des foins, donc je travaillais dans les champs. Ça a été ma réalité. Puis je me rappelle, à un moment donné, mes parents, les vacances, c'était pas, on partait pas 2 semaines, une journée. On nous emmène sur la rive sud. Donc j'ai traversé le fleuve dans le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Et je dois dire que le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, c'est une technologie absolument extraordinaire pour découvrir le fleuve. Ma mère me dit, on passe en dessous du fleuve. Je ne le connaissais pas, le fleuve, moi. Écoutez, pour moi, le fleuve, c'était noir, énigmatique, c'était complètement abstrait. Donc, imaginez, dans les premiers contacts que j'ai avec le fleuve, c'est ça. Là, vous dites, comment ça se fait qu'il va monter un cours autour du fleuve Saint-Laurent?
J'étais jeune à l'époque, le temps file, peut-être 20 ans plus tard, ça va vous faire peut-être sourire, j'entends, vous connaissez sûrement la chanson de Félix, Le Tour de l'île, reprise par Carquois. J'entends la chanson en 2009, là je me dis, je vais faire la chanson, pas en musique, je la fais pour vrai. Je suis dans la Naudière, je prends mon vélo, boum, je dis, je descends à l'île d'Orléans. Et ça a été un choc pour moi. La police m'a arrêté sur l'autoroute, elle a dit « Monsieur, vous ne pouvez pas rouler sur l'autoroute. » Non, c'est une blague. J'expose mon projet, elle me dit « Non, c'est pas ça, il faut que tu prennes la 138. » J'ai roulé sa 138. Ça m'a pris 4 jours. Je me suis rendu à l'île d'Orléans, j'ai fait le tour. Découverte totale. En fait, je blague un peu avec l'autoroute, mais c'est assez central parce que pendant que je roulais en vélo, je me suis rendu compte à quel point pouvait être abstrait un automobile. On est dans l'auto, on écoute notre musique, la pluie, on ne la sent pas, le vent non plus. Quand j'ai roulé à vélo, c'était hallucinant. J'ai dit, le vent, je l'ai eu d'en face, je l'ai eu de dos, j'ai pogné de la pluie. Quand j'étais sur l'île d'Orléans, j'ai eu tous les temps possibles. C'était hallucinant. Et en fait, c'est le contact avec le fleuve. Il y a des gens même qui m'ont dit, tu t'es rendu à l'île d'Orléans à partir de la Naudière. Par où t'es passé? C'est vous dire à quel point on prend pour acquis l'autoroute, les systèmes de transport. Donc, à vélo, c'était tout autre. J'entendais des gens parler de la voile. Je dis, crime, c'est ça aussi. On en a besoin d'un contact avec le fleuve. C'est un petit peu ce que j'ai voulu emmener aussi à mes étudiants au collège. Donc, c'est né d'une réflexion qui est quand même, je vous dirais, au fil de mes lectures, au fil des années, j'ai trouvé que ce serait approprié de faire découvrir le fleuve Saint-Laurent aux étudiants. Dans mes lectures, puis je vous garantis que la littérature québécoise nous instruit tellement sur le fleuve Saint-Laurent, et d'une certaine façon, le parcours laurentien, c'est une interprétation pédagogique de l'œuvre filmique et littéraire de Pierre Perrault que peut-être certains d'entre vous connaissez. Pierre Perrault a une réputation internationale. Il a réalisé des documentaires extraordinaires. Je fais juste mentionner Pour la suite du monde en 1962. Mais dès ses départs au pays de Neuf-France, des documentaires qui datent de la fin des années 50, ou jusque vers la fin de sa carrière, là, au-delà de Pour la suite du monde, vous avez Le Mal du Nord, vous avez Le visage humain d'un fleuve sans estuaire, en 1999. Ça va le suivre constamment. Donc moi, je ne suis pas musicien, je ne suis pas cinéaste. J'essaie d'écrire un peu, mais j'ai dit, interpréter pédagogiquement l'œuvre de Pierre Perrault, ça pourrait être intéressant. 2 choses à retenir. Dans ses écrits, Perrault, il est constamment en train de s'exclamer face au fleuve. Ça le dépasse littéralement. Il y a des chroniques sur Montréal qui sont hallucinantes. Et il dit à Montréal, les gens, ils ont perdu leur destin d'archipel. Je trouve ça fascinant. Je travaille à Laval, proche du cégep, quartier résidentiel, centre d'achat, boulevard. Perte du destin d'archipel. Donc, c'est quand même... Non, mais il y a une réflexion qui est tellement riche chez Perrault. Et je me suis dit, il faut essayer de mettre ça dans un projet pédagogique. La citation vaut la peine que je vous la lise. C'est dans Toute île, 1963. C'est sur les bords du Saint-Laurent, une grande réserve de paysages et de découvrances où nous allons ancrer nos barques et nos connaissances. Faites juste réfléchir à l'immense programme pédagogique contenu dans ce vers-là. C'est un peu comme ça que je vois aussi la poésie. C'est des intuitions. Je ne pense même pas que Pierre Perrault pouvait être conscient de ce qu'il mettait de l'avant par ses écrits, par ses images. Le but du parcours, donc, je vous l'ai dit, c'est un voyage, mais il est rattaché à un cours. Et d'une certaine façon, je me plais, écoutez, on est en littérature, on a le sens de l'analogie et des métaphores assez rapides, ou presque maladives des fois. Mais l'idée, c'est de faire du fleuve un grand texte complexe à observer, à comprendre, à lire. Et ça vous intègre tous, en fait, dans cette idée-là, parce que la science, c'est une forme de poésie. Là, vous allez dire, oui, absolument. J'ai entendu parler, par exemple, des vagues. Je suis allé visiter le laboratoire hydraulique. On me parle des vagues, du déferlement, des vagues sous-marines. Je dis, il y a une poésie là-dedans, on l'oublie.
Et la science, avant d'être une modélisation puis une mesure, ça doit être communiqué. C'est un fait de langage. Moi, je me suis intéressé à ça dans un cours de littérature. Donc, l'idée, c'est, à partir d'un cours de littérature québécoise, faire du fleuve et de ses différentes divisions une véritable immense salle de classe à ciel ouvert. Ça a l'air simple comme ça, mais quand j'étais à vélo, je me rappelle très bien avoir traversé la rivière Batiscan, le Saint-Maurice. Là, je disais, ah ben oui, tous les affluents. Quand je vous parle du fleuve, il faut voir plus large. Dans le projet de parcours, on découvre aussi les villes riveraines. On découvre l'origine des institutions, je vais dire québécoises, canadiennes, mais c'est évident, puis il y a des chercheurs qui me l'ont fait comprendre ici même, dont Roxane Lavoie, entre autres, qu'il y a des pratiques, puis même Édith Bélanger, tantôt, en parlait. Tout l'univers autochtone a beaucoup, beaucoup à nous dire sur le fleuve Saint-Laurent. Et l'autre chose, on est dans un cadre littéraire, évidemment, mais n'allez pas penser que les étudiants qui s'inscrivent au cours, ce ne sont que des étudiants de littérature. Au contraire, je n'ai pas voulu faire un projet de voyage uniquement à des étudiants en arts et lettres. Je voulais absolument que ce soit toute discipline confondue. Et la littérature devient une porte d'entrée pour la science. Okay? Tantôt, j'écoutais Roxane qui parlait justement de ses romans. Et elle nous expliquait justement que cette toile, elle l'a prouvé même par les données sur les moratoires qu'elle doit introduire dans ses textes. L'art littéraire, c'est pas rien. Il y a des informations de nature scientifique à l'intérieur des œuvres et le but, c'est de les lire puis de nous laisser un petit peu guider par ça. Hey, j'ai fermé, qu'est-ce qui se passe? Hey, c'est important. Bon, super. Super. Je me joue des tours. Mais donc, ce qu'on fait dans le cadre du cours littérature québécoise, même qu'il y avait ce nom-là, ça m'a pris un petit bout de temps pour même le monter à l'intérieur même du régime d'études collégiales, le cours qui s'appelle Parcours Laurentien. On géolocalise les œuvres littéralement. C'est votre programme de lecture que je vous montre là, c'est pour cet été. Non, c'est une blague, mais des œuvres à découvrir qui sont rattachées au fleuve Saint-Laurent. 1 minute? Bon, merci. Je vous montre des œuvres rapidement. Je vais passer un peu vite, là. Je savais que je manquerais de temps. Mais les œuvres de Pierre Morancy, Nadébert, de Félix Leclerc, puis vous en avez tellement des œuvres, Alain Grandbois, Marie-Victorin, Philippe Aubert de Gaspé, Jacques Ferron, etc., vous n'en manquez pas. De la littérature intimiste contemporaine jusqu'aux textes d'époque coloniale. On a beaucoup de choses quand même à découvrir. Vous allez me permettre juste de dire quelques mots. En fait, je n'aurai pas le temps de passer tout mon diaporama sur la promotion, le recrutement des étudiants qui se sont inscrits, qui ont eu l'audace de s'inscrire au parcours Laurentien. Moi, j'enseigne au collège à Laval. Je vous dirais, sans trop me tromper, qu'il y a peut-être plus de 80% d'étudiants, c'est-à-dire dans la population québécoise, qui sont issus de l'immigration et qui demeurent dans la grande région métropolitaine. Bien, au collège, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, justement, qui sont québécois, mais d'autres origines, algériennes, vénézuéliennes, mexicaines, qui se sont inscrits au parcours haïtiennes. Ça a été des découvertes hallucinantes pour eux. Les étudiants de sciences humaines, sciences de la nature, on parlait de relève. Je pense qu'ils ont un intérêt qui est témoigné par ce voyage-là. Évidemment, j'aurais tellement à vous dire. Je ne vous parle même pas des étudiants inuits qui se sont inscrits, qui ont découvert le sud du Québec comme un pays différent du leur, alors que juridiquement, ils sont québécois. Donc, moi, c'est sûr que le parcours Laurentien m'amène à me questionner énormément sur c'est quoi la mobilité étudiante, c'est quoi les voyages scolaires aujourd'hui, alors qu'on a vécu une pandémie, puis alors qu'on se questionne tant sur notre empreinte écologique. Il y a peu de voyages comme ça qui se font. J'appelle même ça des voyages, parce qu'on me disait, tu trouves pas que c'est un peu régionaliste ton affaire? Je me suis inventé un mot. J'ai dit, le voyage que je propose, c'est un voyage intranational aux enjeux internationaux. Wow. les haltes que l'on fait pendant le parcours, parce que je voulais vous parler aussi de l'itinéraire. Écoutez, il y a des critères pour construire un itinéraire comme ça. On ne prend pas l'autoroute, vous comprenez pourquoi. Les distances parcourues, ça prenait un itinéraire réaliste, là, 1300 km là, du lac Ontario jusqu'au détroit de Belle-Île. Non, on peut. Puis c'est difficile aussi de prouver qu'un voyage comme ça peut se faire. La première édition qui s'est faite, c'était 5 jours. Donc, l'itinéraire devait être réaliste et il ne faut pas toujours être sur la route.
Chaque halte dans le parcours a été pensée non seulement en fonction d'une œuvre, mais aussi en fonction d'un enjeu. Puis moi, j'étais très heureux d'emmener mes étudiants à Repentigny, plutôt peut-être qu'à Berlin, à Washington, Toronto, New York. Bon, je fais la blague, je ne veux pas dénigrer forcément les voyages à l'international, mais à Repentigny, on peut étudier aussi les enjeux d'étalement urbain, la destruction des milieux humides. Donc, vous voyez aussi qu'on est dans des enjeux de nature internationale. L'autre chose, c'est que dans l'itinéraire, il n'y a pas uniquement des lieux qu'on visite. Il y a des gens qu'on rencontre. Cette année, pour l'édition, je veux remercier François Guillemette, qu'on a rencontré à Pointe-du-Lac, Trois-Rivières-Ouest, qui est venu nous parler justement du lac Saint-Pierre, et Roxane Lavoie aussi, qui s'intéresse aux pratiques ancestrales autochtones et aux fleuves, qu'on a rencontré à Wendake. Donc, vous voyez que le parcours, d'une certaine façon, je viens de péter mon temps, c'est certain, mais je lance un peu. Je vous dis, l'invitation dans la construction de l'itinéraire d'un tel projet, ça peut être intéressant, certainement pour les projets de recherche que vous menez. Coût hébergement, nombre de visites, je pense qu'on comprend un peu la chose. Évidemment, le parcours, je vous ai dit que c'était à la base littéraire. C'est quand même un lieu de haute biodiversité. Ça, c'est important de l'avoir en tête, mais aussi le creuset de civilisation. Et là, je n'entends pas uniquement que francophone, j'entends aussi autochtone derrière ce mot-là. Ça m'a beaucoup parlé, ce qui a été présenté ce matin par Édith Bélanger. Une culture de l'esprit qui reste exclusivement littéraire, tout aussi bien qu'une culture exclusivement scientifique, ne peut décemment s'appeler une culture générale. C'est de Marie-Victorin. Et c'est tellement difficile à interpréter. Écoutez, ça a l'air simple comme ça, mais ce n'est pas simple à interpréter. Je suis professeur de littérature, mais je suis aussi professeur dans la formation générale. Les étudiants s'inscrivent, pour eux, c'est des cours obligatoires. Puis je fais le pari que ce n'est pas uniquement pour les étudiants. C'est dur de comprendre et interpréter qu'est-ce que c'est qu'une culture générale. Notre époque nous dit quelque chose, elle nous dit qu'il faut ancrer nos cultures générales sur les territoires qu'on habite. Puis même, j'ai le goût de réduire à sa plus simple expression un peu questionnement qui m'habite beaucoup. On éduque énormément en fonction d'une question. Qui suis-je? Est-ce qu'il y a une question plus importante que qui suis-je? Où suis-je? Elle détermine aussi votre identité. C'est un peu ce qui est à la base du parcours. Donc, retenez le fleuve, c'est notre salle de classe. Merci beaucoup tout le monde. Je vous invite à aller voir Pascal et son équipe à la pause. Merci Pascal, c'est franchement inspirant. On a besoin de plus de beaux programmes comme ça. Je pense que si je pouvais, je retournerais au cégep. Je peux, hein? Je peux. Maintenant, on a une capsule. Excuse-moi. On a une capsule de la connaissance de l'océan. C'est bien ça? La coalition de la connaissance de l'océan. Puis ensuite, on passe à la pause. Par la suite, on vous attend de retour à 15h05 pour reprendre la dernière session de ce super congrès. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation à partager quelques minutes sur notre travail. I wish I could be there in person, connecting with each of you. Today is my daughter's grade 6 graduation, an important family milestone that I need to be home for. There is so much innovative work happening in Quebec at the intersection of marine science and social science research, blue economy opportunities, and environmental education, science communication, arts, and culture. I hope that by sharing a brief overview of the work of the Canadian Ocean Literacy Coalition, we can identify together some opportunities for future collaboration. The Coalition is an alliance of organizations, networks, institutions, and communities working together to better understand and advance ocean literacy in Canada. We grew out of an informal conversation between ocean, water, climate educators, marine scientists, science communication experts, and more. Efforts were taking place across the country, but they were fragmented, uncoordinated, often duplicating efforts, and competing for the same limited funds. We formally launched in September 2018 in Halifax at the Oceans Inspiration Expo, which was held as part of the G7 ministerial meeting
on working together on climate change, oceans, and clean energy. The coalition is not driven by any one organization. We're a national project office that serves as the central hub for ocean literacy collaboration in Canada. Our initial project was to lead a national study to examine how ocean literacy is understood and practiced across the country. Who's doing what? What are the strengths, gaps, barriers, priorities across regions, sectors, and scales? Canada is as diverse as we are big. Geographical diversity is both a challenge at times, but also our greatest strength. 50% of Canada's coastline is in Inuit Nunavut, and 35% of Canada's landmass, yet less than 1% of Canada's population. More than 30 million people live inland. 1 in 2 live along the Great Lakes and St. Lawrence. All of these considerations were taken into the research study design. We were an all-women team of postdocs and grad students, 5 regions, 9 sectors, 3 questions. It was a very place-based, iterative, and bottom-up approach. Ocean literacy is widely defined as the extent to which we understand the ocean's impact on us and our impact on the ocean. This definition originated in the United States in the early 2000s, as ocean scientists worked with educators to try and get more ocean science knowledge into the national school curriculum. However, we quickly learned here in Canada that although the term is not widely used, there's a much broader understanding. It's about our relationship with the ocean, our stories, culture, what we know about the ocean, how we communicate about it. It's about our choices, decisions, behaviors, and actions, and the extent to which we make those with the ocean in mind. Ocean literacy is the nexus of multiple drivers: ocean education, and not just formal schooling, lifelong learning. Marine social sciences, our perceptions, attitudes, values. It's about actioning science. It's moving out of peer-reviewed publications and labs and into communities. Why and how is the science relevant? What impact does it have? And media communications, arts, and storytelling. We have the longest coastline of any country and an abundance of fresh water. In turn, we have a big responsibility. Ocean literacy is about fostering agency and mobilizing a citizenry to care and act. We had an overwhelming engagement in the national study, over 3,000 Canadians, more than 400 organizations. Despite the regional differences, there was a clear set of shared national priorities. And all of that momentum and findings from the study were then used to co-develop the Canadian Ocean Literacy Strategy, launched in March 2021, making Canada the first country in the world with a national strategy. And more importantly, it provided us with a collaborative framework for action at the start of the UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development. We came out of the gates running. We are now 2 years into implementing the national strategy. As an ecosystem of collaborating entities, we work together to co-design and lead joint initiatives that are national in scope, multi-sectoral, and directly advance priorities outlined in the strategy. Our work focuses on outreach and education, research and impact, leadership and advocacy. As a tangible example, the Coalition serves as the lead coordinator of Ocean Week Canada, an annual public celebration of the ocean every June around World Ocean Day. This national collaboration launched in 2022 with 101 events and 255 partners. We just wrapped up Ocean Week Canada 2023 last week. Over 180 events, over 5 million Canadians reached. Semaine de l'Océan Québec, led by Organisation Bleue, is one of the 5 regional hubs across the country. And it's local events like the ones that took place in Montreal, here in Quebec City, along the St. Lawrence, that represent the heart of Ocean Week, as they reflect the unique geographical and cultural connections people have to local waters. By connecting these local and regional celebrations together with others taking place across the country, we build a national movement of public engagement, knowledge sharing, and community action. People, communities, organizations feel part of something bigger. A marine culture and identity are strengthened, helping to lead to that step change that we need. Everything that we do has a nested approach. Projects such as Ocean Week Canada advance key priorities within the national strategy. Actioning the strategy helps to mobilize a citizenry to become more informed and engaged in Canada's contribution to the UN Ocean Decade, as well as other national commitments,
such as protecting 30% of marine waters and land by 2030, and growing a sustainable and equitable blue economy in Canada that serves communities, people, and places. If there's one thing that I've learned over the past 5 years in having the privileged opportunity of serving as the Coalition's national lead, it's that we will only move the needle through collaboration and partnerships. I look forward to the opportunity to work with and learn from each of you. Merci et meilleur vœux pour une excellente suite de la conférence.